Ok, donc là le nombre que vous venez de voir sur la miniature YouTube hein, existe vraiment, c'est factoriel en fait de 1600. Donc c'est vraiment énorme, hein. Vous voyez que j'ai d'ailleurs même pas mis tout le nombre en entier, tellement c'est grand. Alors, bon, un langage de programmation, on se dit qu'il peut nous donner n'importe quel nombre, un truc énorme, et qui sera juste limité par les ressources de l'ordinateur. Alors, c'est techniquement vrai, mais si on fait du travail en plus. Tu vois, parce que si je demande juste à Python, par exemple, de me représenter factoriel, enfin de me donner le résultat de factoriel de 1600, il va pas vraiment apprécier, tu vois. Donc là, je vais importer math et math.factorial. Oh, j'arrive pas à écrire. Ouais, donc ça excède la limite, donc c'est vraiment trop grand. Même si quand même Python peut calculer jusqu'à factoriel de 1300, je crois. Regardez-moi ce monstre, c'est juste énorme. Alors du coup, pourquoi j'ai calculé, pourquoi j'ai réussi à calculer factoriel de 1600? Parce que je me suis pas contenté en fait au type de données de base entre guillemets comme long unsigned int qui est déjà selon certains compilers peut donner jusqu'à 14 trillions ou un truc comme ça, c'est déjà ouf quoi. Mais vous voyez que ça là, c'est juste encore, c'est un autre level quoi, c'est un autre niveau. Donc on se dit bah du coup ouais, je vais peut-être travailler avec une structure de données qui ne serait limitée que par les ressources mémoire de l'ordinateur, quoi, le cache, tout ça. Et exactement, c'est ce qu'on va faire. Enfin, c'est ce que normalement on s'attendrait à faire en développant une librairie qui permettrait de manipuler des gros nombres, ou alors même juste pas forcément des gros nombres, mais des nombres ultra précis, quoi, à la millième, au trillionième de décimale près, tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est ce que je me suis attelé à faire en C++. Et du coup, donc j'ai pris un vecteur, enfin j'ai pris une chaîne de caractères string. Alors, on sait que sous le capot, sa structure de données c'est comme un vecteur, c'est-à-dire que la mémoire, les individus, tu vois, enfin les individus, qu'est-ce que je parle, les éléments de string, c'est des caractères et en fait ils sont stockés de manière contiguë, donc on va vraiment physiquement sur le même espace mémoire quoi. Tu vois, donc là on a le premier, on sait que le deuxième il est juste à côté, etc., etc. J'aurais pu choisir un deck. Pour une addition, par exemple, pourquoi pas choisir un deck, vu que, je sais pas, si je fais 93 plus 8, ça va me faire 101, et du coup, je vais rajouter au début, par exemple, un caractère, et on sait que rajouter au début pour un deck, c'est plus simple, hein, parce que si j'ai un vecteur qui ont des éléments comme ça, si je rajoute un élément là, hop, je vais devoir tout shifter, réécrire tous les éléments, ça va demander beaucoup de travail, alors qu'avec un deck, il va juste réécrire, en fait, l'index de chaque élément, ce qui est déjà moins de travail et ça va aller beaucoup plus vite. Donc, ok, alors je vais du coup maintenant vous présenter un petit peu toutes les opérations que peut faire la librairie que j'ai faite. On y va juste maintenant quoi. Alors ouais, vite fait, comment se dégage un petit peu, enfin comment se construit un petit peu ma librairie. Alors elle a 4 fichiers. Un premier fichier que vous allez quasiment jamais utiliser, à part peut-être pour faire des trucs très précis. Par exemple, si vous savez que vous allez additionner des entiers, il y a des fonctions qui sont spécifiques dans ce bloc-là, dans ce fichier-là, genre add int par exemple, qui est spécifique sur les entiers au lieu de passer par en fait des couches d'abstraction supérieures qui vont demander demander un tout petit peu plus de calcul, et c'est pas forcément optimal, même si c'est déjà très rapide, et ça va aussi gérer un petit peu l'abstraction, parce que quand vous allez en fait dans le fichier rouge là que je vous ai montré, tous les inputs ils sont censés être positifs. Donc si vous voulez calculer par exemple, je sais pas moi, 6 moins 10, c'est faisable. 6 plus moins 10, excusez-moi pour l'addition, c'est pas forcément faisable parce que le moins 10 en fait, il est justement, enfin c'est négatif quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait une couche d'abstraction supérieure ici là, tu vois, qui va faire que bon, c'est assez intelligent pour se dire que le deuxième input il est supérieur au premier input, du coup il fait 10 moins 6 et on va rajouter un moins au début, du coup ça va faire moins 4, hein, 6 plus moins 10 ça fait bien moins 4. Donc, c'est une couche d'abstraction en plus mais qui demande un tout petit peu plus de calcul à faire, donc des fois vaut mieux peut-être passer directement par la couche d'abstraction minimale pour optimiser les calculs. En tout cas, mais j'ai quand même préféré faire ces couches d'abstraction là, notamment parce qu'ils permettent d'avoir accès à la série, enfin aux calculs d'exponentielles qui sont faites grâce à une série de Taylor, quoi. Donc je vous enverrai, enfin j'assume que vous savez déjà ce que c'est. Je vais pas développer ce que c'est ici dans cette vidéo, mais une série de Taylor,
vu que à ce stade-là, je suis armé que d'addition, de division et d'autres opérations pas très poussées. Pour une exponentielle, comment je fais? Justement, il y a des choses qui permettent de calculer ça sans passer, sans justement avoir directement l'instruction exponentielle, quoi, tu vois. Après, il y a aussi une autre formule, hein, comme 1 plus x, x sur n, le tout puissance n. Ça, c'est très sympa, en fait. Ça, c'est très sympa. Je vous mettrai le lien de la ressource en description de, en fait, pourquoi ça permettrait aussi de calculer. C'est quand n tend vers l'infini, c'est égal à exponentielle de 1. Si x égale à 1, et donc du coup, si x égale à 45, ça va être égal à exponentielle de 45 quand n tend vers l'infini. C'est ultra intéressant comme article et je vous mettrai ça en description. Donc j'ai fait deux façons de calculer exponentielle, mais je ne vous cache pas qu'avec la série de Taylor, alors évidemment quand on augmente le polynôme, ça augmente la précision, mais aussi ça diminue la vitesse de calcul. Mais en tout cas, ouais, pourquoi pas. Donc maintenant on y va pour un petit peu vous montrer comment utiliser la librairie. Alors, donc je vais rentrer du coup dans un fichier. Alors on y va. Ok. Donc on va juste supprimer tout ça là qui sert un petit peu à rien. Donc vous allez déjà mettre en include, juste abstraction, donc vous git clonez tout ça, quoi, et vous mettez en include abstraction 3.h. À partir de là, chaque fichier a une dépendance, donc abstraction 3.h est dépendant de abstraction normale et qui lui-même est dépendant de chérubin.h qui lui est dépendant de IOStream. Donc pas besoin de faire un include IOStream. Maintenant, une fois qu'on a ça, alors juste aussi pour vérifier que tout marche bien dans votre système normalement, c'est le cas de toute façon, mais une petite compilation dans l'ordre de chérubin.h, ensuite de abstraction.h, de abstraction 2.h maintenant, et de 3.h, et normalement il n'y a aucun problème. Et là vous pouvez directement commencer à travailler sur votre projet avec des nombres énormes. Par exemple, on y va, tiens, je sais pas si je veux calculer 122 puissance 48, donc on va y aller, quoi. Donc c'est un string, on démarre avec un string, donc x égale, je sais pas, tiens, même, tu sais quoi, 1022, tiens, 1022, et là on va mettre puissance 48, c'est ça. Bah ça va être puissance 48, ok, bon on y va, quoi. Tac. Alors faut déclarer les variables, vu que les fonctions elles prennent des références aux variables, il faut toujours déclarer en extérieur les variables. En gros, vous pourrez pas, si vous voulez, vous pourrez pas pour la majorité des fonctions faire un truc comme ça, quoi. Tu vois. Enfin faire un truc genre directement, je veux dire, vous mettez les caractères. Qu'est-ce que je dis? Vous pouvez pas directement mettre les valeurs juste là, quoi. C'est impossible. C'est impossible parce qu'en fait ça prend en valeur les références d'une variable, et la variable elle doit au moins être décrite quelque part dans le programme. C'est pour ça. Alors, là c'est pas une addition que je voulais parler. Je voulais parler d'une puissance. Donc, pour puissance, on a par exemple power int 3 puissant. Donc c'était quoi? C'était x, du coup puissance x2, quoi. Donc on va y aller. Et donc je remets x, voilà. Et là x2, super. On va compiler ça. Même sans optimisation, il n'y a pas besoin. Voilà. Voilà, ok. Donc là, c'est bien 122 puissance 48. C'est assez grand. Et d'ailleurs, juste un truc, 48, c'est quoi? Est-ce que c'est 2 puissance quelque chose? On va voir, je sais pas. Je sais pas, 2 puissance 5 c'est 32. Non. Oui, 2 puissance 6 c'est 64 du coup. Voilà, 64, ouais. Non, parce qu'en fait, si vous avez votre exposant, il peut être exprimé comme quelque chose en tant que 2 puissance n, il vaut mieux passer par une autre fonction qui s'appelle power odd n. Par exemple, si je voulais, par exemple, je sais pas moi, 122 puissance 64. Donc là, c'est aussi faisable, il n'y a aucun problème. Mais ça va prendre plus de temps. Bon là, il y a pas trop, c'est très très rapide déjà, mais je veux dire, ça prend légèrement plus de temps que si vous passez par en fait la fonction power odd n, et que en fait votre x2
Donc 64, c'est quoi? On a vu tout à l'heure, on avait dit que c'était 2 puissance 6. Donc là, ça va être le même résultat. Et c'est normalement un peu plus rapide. Donc là, on voit pas trop la différence, mais quand vous itérez beaucoup de fois, on voit bien la différence. On verra bien la différence normalement. Parce que l'algorithme est un peu plus spécifique. Donc c'est pour ça. Donc là, c'est pour les puissances, hein, évidemment. On a plein de trucs. Je sais pas, bon, la multiplication, évidemment qu'on l'a. Donc la multiplication, qu'est-ce que j'ai fait? La multiplication standard, on l'a. Donc alors c'est mult abstraction à chaque fois. Et donc là, on va avoir une multiplication quoi, standard, hein, super, hein, magnifique. La division, c'est pareil, ça marche très bien. Hein, divide, aucun problème. Écoutez, pour être un petit peu plus fun, on va essayer de mettre un truc beaucoup plus grand, là, je sais pas, ouais, divisé par 6 par exemple. Merde. Allez, voilà, ok, super. Et donc, ouais, pareil, aussi un truc sympa pour la division, c'est que, tu vois, si je fais 5 divisé par 2, techniquement, un algo qu'on peut penser, c'est combien de fois je mets 2 dans 5, et ensuite combien de fois, excusez-moi, je mets 0,2 dans 5 moins le nombre que j'ai mis 2 dans 5. Tu vois, donc, en gros, c'est combien de fois je mets 2 dans 5, et après combien de fois je mets 0,2. Donc, en gros, vous déplacez les virgules de 2, quoi, du diviseur. Et combien de fois je mets 0,2 du coup dans 1, et donc 5. Et donc ouais, 1 divisé par... qu'est-ce que je dis 5 divisé par 2, ça fait bien 2,5, du coup, tu vois. 5 divisé par 2, ça fait bien 2,5. Je sais pas, voilà, si je fais 59... Bon, attends, juste aller sur R, là. Si je fais 59 divisé par 8, par exemple, donc ça fait ça. Mais en fait, pourquoi, tu vois? Parce qu'en fait, ça fait 59, si tu veux. Combien de fois je peux mettre 8 dans 59? Non, attends, c'est ça. Ouais. Je peux mettre, regarde, donc déjà, là, on a la partie entière. Donc, je peux mettre déjà, tu vois, 8 fois, 7 fois 8 dans 59. Maintenant, combien de fois je peux mettre 0,8 dans 59? Donc, on va voir ça. Pas dans 59, excusez-moi, alors, attends, 8 fois 7, ça fait... je sais pas combien ça fait. Putain, je suis vraiment un cancre. 56, donc oui, il reste 3 en plus. Donc combien de fois je peux mettre 0,8 dans 3, tu vois? Donc on va voir ça. Donc 3, et là c'est quoi? C'est 0,8. Donc là tu vois, on a eu le 7 qui est juste là, et là on a le 3 qui est là. Maintenant, on peut mettre 3 fois 0,8 dans 3, ok, super. Donc 0,8 fois 3, ça fait quoi? Ça fait 2,4. Ok, donc combien de fois maintenant on peut mettre 0,6, tu vois? Combien de fois on peut mettre... qu'est-ce que je dis? Combien de fois on peut mettre 0,08 dans 0,6? Donc on y va, tu vois, et c'est 0,08, on peut mettre 7 fois. Donc là, tu vois, on revoit, et là on a le 7. Et évidemment, combien de fois tu peux mettre donc 7 fois 0,6 fait 4, non mais qu'est-ce que je dis? 7 fois 0,08 fait 0,56, tu vois, et à chaque fois tu augmentes en fait, et après combien de fois tu peux mettre 0,008 dans... alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là c'était quoi? C'était 56, après on a fait plus... on a fait plus 3, donc... mais non, on n'a pas fait plus 3, on a fait plus 2,4. Donc 58,4. Ensuite, on a fait plus quoi? Bref, vous comprenez un petit peu le délire, plus 0,56, justement après on a fait plus 0, donc attends, on va voir, 56 plus 2,4 plus 0,56, donc on a 58,96, donc on est quasiment là. Donc combien de fois je peux mettre 0,008 donc 0,008 dans quoi? Dans 0,4. Enfin, dans 0,04. On peut mettre 5 fois. Et là, tu vois, le 5 qu'on a là, c'est le dernier truc qu'on a là, en fait. C'est le dernier nombre, en fait. Alors, il faudra toujours à chaque fois optimiser ça, tu vois, parce que... il y a plein de spécificités que j'ai fait dans mon code qui n'est pas forcément très intéressant d'en parler là, ou alors ça demandera une vidéo ultra longue. Et là, il est un petit peu tard, d'ailleurs, dans la soirée, donc je vais peut-être pas m'attarder sur ça. Mais ouais, ça marche un petit peu comme ça, tu vois. Donc, qu'est-ce que je disais d'autre? Je sais même pas qu'est-ce que je disais. Oui, bah voilà, donc la division très simple, tout ça. L'exponentielle, ouais, l'exponentielle aussi, on peut parler de ça aussi, tu vois.
Je sais pas, ouais, exponentielle de 102. Là, vous pouvez contrôler la taille du polynôme en fait de la série de Taylor pour augmenter la précision si vous voulez. Donc là, par exemple, c'est quoi? C'est Shexp 2 de x et je sais pas, une taille de polynôme assez grande, voilà, 90 par exemple. Donc on y va, on va compiler ça et on va exécuter ça directement quoi. Donc tu vois, c'est assez grand, tu vois. On va comparer avec ce que R nous dit. Par exemple, donc c'était quoi? Putain, je me rappelle même plus de quoi c'était, de ce que c'était. C'était 102, donc exponentielle de 102. Alors c'est aussi, vous pouvez aussi mettre une valeur décimale, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Donc c'est quoi? C'est 1,98 puissance 44. C'est pas vraiment le cas. On va essayer d'augmenter la taille du polynôme pour aller encore, pour être encore plus précis. Allez, on y va comme des bourrins. Voilà, tu vois déjà, voilà, 198, tu vois, on démarre à 1,98, 6,2, 6,5, 6,2, 6,2, 6,4, tu vois. Puis là, le 5, c'est sûrement un arrondi, donc on est déjà assez proche de ce que nous donne R. C'est plus lent, à moins que si j'avais compilé, par exemple, avec une optimisation assez grande, qu'est-ce que j'aurais eu comme temps d'exécution? J'aurais eu... Bon, c'est assez long quand même, hein, si tu veux. Mais techniquement, ça peut marcher pour des résultats assez grands que R ne peut pas... Bon, exponentielle, je suis pas non plus très fier de l'exponentielle, mais ça marche bien, quoi, tu vois, avec une série de Taylor, avec des trucs comme ça. Bon, puis évidemment, hein, je veux dire, ce qui est pas mal avec mon truc, c'est que vous pouvez augmenter le polynôme pour la série Taylor, donc même pour des petites valeurs, vous pouvez avoir des trucs assez rapides et même plus précis que ce que Python et R vous donnent. Ce sera toujours un peu plus long quand même, tu vois, parce qu'on n'est pas sur des instructions directement données au CPU, mais on va... parce qu'en fait, je pense que on est au courant, mais quand vous faites une racine carrée, dans le code assembleur, tu vois, souvent c'est pas le code assembleur qui va faire une racine carrée avec des additions, tout ça, c'est directement une instruction SQRT qui va être donnée au processeur qui lui va faire tout le travail. Donc déjà on a une couche d'abstraction en moins, donc de la rapidité gagnée. Là je vais vraiment dealer avec quelque chose déjà d'assez abstrait, mais qui permettent quand même techniquement de calculer des nombres assez grands, comme tout à l'heure on a vu factoriel. Donc je sais pas si vous jouez, je ne sais même plus si j'ai calculé la factorielle de 1600, tu vois. On va calculer factoriel de 1600, oui, voilà. On va le faire tout de suite. Hein. Hop, factoriel de 1600, et puis on y... Alors avec une compilation assez optimale quand même, parce que faut pas déconner. Et puis on y va. Allez, s'il te plaît, compile, enfin exécute-moi ça. Alors, tu vois, ça met quand même du temps. Bon, voilà. Ça finit quand même par le calculer, si tu veux, mais alors, ouais, c'est énorme quand même comme nombre. Et tout à l'heure, Python a calculé factoriel de 1100 de manière très très rapide, beaucoup plus rapide que ça, mais n'a pas réussi à calculer factoriel de 1600. Là, je réussis à calculer factoriel de 1600, mais avec un temps quand même relativement élevé. Donc voilà, faut quand même mesurer ça. Mais voilà, c'était assez... y a quand même des trucs du coup qui permettent des calculs assez phénoménaux avec du temps par contre à payer quoi. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis j'essaierai de faire des vidéos quand même plus techniques sur les étapes par lesquelles je suis passé ici, notamment pour le logarithme, c'était assez sympa. Ouais, tiens justement on va calculer la logarithme, donc c'est h log natural 1 de 1600, pardon, je sais pas, 1600 avec des décimales, 0.56. Donc là on y va, hop, allez. Le logarithme est très rapide à calculer hein, d'ailleurs, comparé à d'autres. Et donc là c'était quoi? C'est le logarithme de 1600.56 je crois. Non pas exponentiel, logarithme. Tu vois on a 737, 8109, là je suis à 737, 81110. Je suis assez proche, mais bon. Donc là, ouais, je parlerai aussi de comment j'ai calculé le logarithme. Donc là, c'est une brève vidéo de présentation de cette librairie. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, c'est très simple. Allez, salut!